Mesure des mesures, bonsoir à tous. Lundi dernier, il y a tout juste 48 heures, le théâtre du Châtelet à Paris vibrait dans une atmosphère recueillie à l'écoute d'un opéra contemporain, L'amour de loin, premier opéra de Kaija Saariaho, compositrice finlandaise. Cette création française, fruit d'une commande conjointe du Théâtre du Châtelet et du Festival de Salzbourg, est en fait une œuvre collective, conçue sur un livret d'Amin Maalouf, franco-libanais, mise en scène par Peter Sellars, américain, et dirigée par Kate Nagano à la tête de l'Orchestre de Paris avec le chœur Acanthus de Laurence Equilbet. Cet opéra avait été donné en création mondiale à Salzbourg en août 2000 et cette nouvelle production, présentée donc au Théâtre du Châtelet encore les 29 novembre et le 2 décembre, nous offre le plaisir d'entrer plus avant dans l'art lyrique d'aujourd'hui et aussi de faire connaissance avec l'univers de Kaija Saariaho. Alors je voudrais tout de suite souhaiter la bienvenue à tous mes invités. Bonsoir Kaija. Bonsoir. Et merci d'être venu. Bonsoir Amin Maalouf. Bonsoir. Bonsoir Peter Sellars, bienvenue. Et bonsoir Kate Nagano. Bonsoir. Alors nous allons donc passer cette émission ensemble autour de cet opéra, L'amour de loin, que tous les auditeurs pourront entendre le 26 décembre, le lendemain de Noël, à 20h sur France Musique. Alors je vous disais que le public vibrait ce lundi dernier, donc avant-hier, au Théâtre du Châtelet. Il vibrait autour de cette histoire d'amour faite d'absence, d'attente, de langueur et de mort. Cet opéra, L'amour de loin, s'inspire donc d'une histoire du XIIe siècle, celle d'un troubadour, Geoffrey Rudel, tombé en amour pour la lointaine comtesse de Tripoli, dont un pèlerin lui a conté la beauté. Il entreprend alors le pèlerinage en Terre Sainte. Les interprètes, Dawn Upshaw, Lili Paasikivi et Gérard Finlay, trouvaient leur voix, l'orchestre et l'espace scénique, les couleurs, et l'œuvre s'offrait à nous, nous emmenant dans ce mythe du Moyen-Âge à la fois amoureux, religieux et chevaleresque. Alors, si vous le voulez bien, entrons en musique dans l'univers de Kaija Saariaho en écoutant une des mélodies du cycle Château de l'âme, composée spécialement pour la soprano Dawn Upshaw.
Cette mélodie, Liane, qui est chantée donc par Don Upshaw, montre peut-être, Kaya Sarayao, que vous vous intéressiez bien sûr à la voix depuis très longtemps, mais surtout au thème de l'amour. Parce que je crois savoir que ce cycle est emprunté à différents types d'amour. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Ouf. C'est loin pour vous? Non. Oui, c'est la première pièce que j'ai écrite pour le Festival de Salzbourg et j'ai eu envie de faire une série de chansons autour de l'amour et des amours très différents. Et donc, ça a donné ce cycle Château de l'âme. Alors, vous avez dit dans une conférence pour le public au Châtelet que vous étiez tous retrouvés, Kate Nagano, Peter Sellars et vous-même, Kaya Sarayao, autour de l'opéra d'Olivier Messiaen, à Salzbourg d'ailleurs, et que vous aviez décidé, vous, Kaya, en écoutant l'opéra d'Olivier Messiaen, que vous allez écrire un opéra. Et puis vous pensiez pourtant que c'était pas vraiment un opéra dramatique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Peter Sellars qui vous a séduit? C'est Kate Nagano? C'est la musique de Messiaen? Et qui vous autres, je voudrais vous demander après, qui vous a séduit dans l'opéra de Messiaen? Non, c'est une histoire beaucoup plus longue en fait. Ça s'est commencé très graduellement de m'envahir cette idée. Et en fait, c'était déjà début des années 90 que j'ai déjà eu beaucoup d'envie et que j'avais déjà trouvé cette histoire de Geoffrey Rudel, mais j'avais pas confiance en moi. En ce sens, j'avais pas sentiment que je serais capable de créer une œuvre dramatique comme ça. Et quand j'ai vu cette production de Saint-François d'Assise faite par mise en scène par Peter, donc j'ai compris que ça me libérait et ça me donnait de confiance. Oui. Alors c'est vrai que le Saint-François d'Assise n'est pas vraiment ce qu'on appelle une œuvre dramatique, avec une action, des rebondissements. Alors on pourrait peut-être demander l'avis de Kate Nagano et de Peter Sellars qui ont participé à cette production. Qu'est-ce que vous pensez de ce Saint-François d'Assise en tant qu'opéra, puisqu'il a donné confiance à Kaya pour écrire elle-même un opéra qu'on pourrait qualifier peut-être de type oratorio? Je parle de Messiaen, je ne parle pas de l'opéra de Kaya. Alors, Peter Sellars. C'est Kent qui doit vraiment commencer parce que Kent était très proche à la composition de Saint-François parce qu'il passait des temps extraordinaires dans la maison des Messiaen pendant cette période et Kent était très très engagé avec le premier de cet opéra et connaît bien les premiers pas. Mais c'était pour Olivier Messiaen très important exactement de ne pas avoir les meurtres sur scène. Il ne voulait pas de meurtre. Non. Exactement, parce que bien sûr, nous sommes entourés de meurtres sur la télévision chaque jour. Et si on veut vraiment quelque chose comme ça, vraiment Arnold Schwarzenegger ou bien Sylvester Stallone le fait beaucoup mieux qu'une maison de l'opéra. Et la violence est beaucoup plus engagée en Hollywood. Et donc, c'est quoi que nous pouvons offrir, nous qui travaillons avec la musique, c'est peut-être quelque chose différent que la violence, mais c'est peut-être un espace plus privé, plus imaginatif, plus ouvert et qui donne vers la paix peut-être. Oui. Alors vous, Kate Nagano, qui était si familier d'Olivier Messiaen, il vous a convaincu cet opéra? Vous vous êtes dit un opéra sur un thème religieux si important, ça peut être montré, ça peut être chanté, ça peut être interprété? J'ai trouvé que Saint-François d'Assise était, pour moi personnellement, particulièrement important pour l'évolution de l'opéra. Évidemment, n'importe quelle structure, ça va mourir si ça ne continuera pas à vivre et évoluer, continuer d'avancer. Et je me souviens quand Olivier Messiaen a commencé d'écrire cet opéra, ça a pris presque 10 ans pour terminer le travail. Nous qui étions sur la production, on a reçu volume par volume, il y a 8 tableaux et on a reçu des tableaux pas 1, 2, 3, 4, 5, mais on a reçu 7, 8 et puis des différents tableaux hors de l'ordre chronologique. Et c'était une grande découverte en fait parce qu'à la fois cette forme qu'il a vraiment raffinée et en fait évolué, ça a eu des très très
forte lien avec le passé. Notamment, Olivier Messiaen a dit très souvent les racines viennent de Berlioz, par exemple, ou même plus tôt. Mais à la fois, comme Peter Sellers vient de dire, la sorte de violence, et il y a des violences, des conflits énormes dans cet opéra. La façon qu'on montre ou on partage l'amour, c'est 1000 fois plus puissante que ce qu'on voit dans les scènes carnales sur les films de Hollywood. Ils sont beaucoup, beaucoup plus universels et ça parle à beaucoup plus de gens que uniquement un genre de ce qu'on voit par les magazines ou par les films. Et je trouve que c'était, pour revenir à ce que Kaya a dit tout au début, je crois pour plusieurs personnes, c'était une façon de revoir que la porte est ouverte au lieu d'être fermée pour cet genre qui s'appelle opéra, qui amène toute cette lourdesse de tradition. Et cette grande vie. Et vous aussi, Kaya, vous avez mis 10 ans à concevoir cet opéra sur Geoffrey Rudel. Presque 10 ans, oui. Presque 10 ans, on est dans les mêmes normes. Alors il y a quand même un lien avant d'arriver à cet opéra, L'amour de loin. Il y a une référence, c'est cette œuvre L'Aune que vous avez écrite pour voix électronique. Et là, c'est déjà sur des textes de Geoffrey Rudel. Oui, même parce que L'Aune est fait 94, j'avais déjà découvert. C'est une esquisse quelque part de l'opéra? Un peu, j'ai voulu me rapprocher de Geoffrey et ses textes et tester un peu comment je pouvais travailler avec modalité. Et vous les avez fait chanter en vieux provençal? Oui, que j'adore. Ce qui est assez étonnant. Oui. C'est assez étonnant parce qu'autour de cette table, personne n'a vraiment la langue française comme langue maternelle. Et la compositrice finlandaise que vous êtes, Kaya Sarajaho, vous allez écrire en vieux provençal. Avouez que c'est assez quand même amusant. Alors, on va peut-être entrer dans cet univers, je suppose, de Geoffrey Rudel. J'aurais aimé qu'on entende justement un extrait de L'Aune, qui a été, je pense, écrit spécialement pour ces interprètes que vous aimez tant. Donc, on va retrouver Dawn Upshaw, puisque c'est votre interprète privilégié. No
Lone, donc chanté par Dawn Upshaw, une esquisse en quelque sorte de cet opéra, Kaya Sarayao, que vous proposez donc à Gérard Mortier. Et là, je parlais tout à l'heure d'une œuvre collective, parce qu'il semble que Peter Sellars était déjà à l'origine de ce projet et qu'il porte une assez lourde responsabilité. Vous avez souvent dit, vous avez revendiqué dans une conférence, vous l'avez dit. Alors, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Vous proposez l'opéra à donc Gérard Mortier, et on sait, nous, dans la musique contemporaine, que quand on écrit un opéra contemporain, il vaut mieux avoir un metteur en scène au départ. On dit ça dans le métier, vous l'avez souvent entendu. Alors, vous avez un metteur en scène, c'est Peter Sellars. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Alors, Peter Sellars ou Kaya, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à Kaya à dire, parce que moi, j'ai aucune idée. C'est simplement à dire que pour moi, le plaisir, c'était de recevoir Kaya, qui était toujours dans les répétitions, que tout d'abord, au Théâtre du Châtelet, quand nous avons fait le Rex Progress, Kaya était souvent là, dans les répétitions. Et c'était une don d'avoir une vraie compositrice, créatrice, là, et bien sûr, au Théâtre du Châtelet, déjà, on a le bon fantôme de M. Igor Stravinsky, qui, bien sûr, est déjà dans ce théâtre, et également Kaya. Donc, elle vous a séduit. Oui, voilà. Et puis, la deuxième fois que nous avons pris le Saint-François de Messiaen, également à Salzbourg, Kaya était là. Et bien sûr, Messiaen n'était pas là lui-même. Et bien sûr, la présence de Kaya illuminait pas mal de notre travail. Alors, on vient de faire un bel hommage. Oui, hein. c'est gentil. Mais en fait, ce n'était pas du tout clair que Peter va travailler sur l'amour de loin. Mais moi, j'ai adoré son travail depuis très très longtemps. Et je n'étais pas là pour séduire Peter, c'était là pour voir comment il travaille. J'adore le voir, son travail. Mais Peter est un ami de Gérard Mortier, comme ça Peter a suivi le projet. C'est Peter qui a parlé de Amine, par exemple, avant de s'engager. Oui, avant de vous engager. Oui. Alors, vous êtes quand même un peu au départ, Peter Sellars, et vous, Kaya Sarayao, et vous, Amin Maalouf, vous arrivez, excusez-moi, sur le tard. Le projet est ficelé. C'est ça, non? Oui, je ne sais pas qui était premier, deuxième, troisième. En tout cas, moi, j'étais le dernier, ça c'est sûr. Et puis, on vous passe l'histoire, puis débrouillez-vous. C'est ça, hein? Moi, je suis arrivé quand je pense, l'idée était là, la décision de faire l'opéra était déjà prise, l'essentiel était déjà en place. Et où on cherchait un librettiste. Voilà, il manquait le maillon de la chaîne. Et un jour, je me trouvais à 500 km de Paris, là où je m'enferme d'habitude pour écrire, et j'ai reçu une des lettres les plus inattendues depuis toujours, qui disait « Est-ce que vous voudriez écrire un livret d'opéra ?» Là, vous êtes en plein roman. J'étais en train d'écrire un essai qui allait s'intituler « Les identités meurtrières », qui n'est pas exactement le thème de l'amour de loin. Le thème d'un opéra, mais en même temps, j'étais plus enthousiaste que surpris même, parce que l'idée me plaisait, l'idée de se lancer dans une aventure complètement nouvelle, où j'étais un néophyte total, où je devais tout découvrir la pas musique à pas. de Kaya, l'écriture. On n'a pas souvent dans la vie la chance de commencer à partir de rien. Presque rien. De dire je ne sais rien, je ne sais pas comment on écrit un livret d'opéra, je sais très peu de choses et j'ai envie de commencer, de faire les tout premiers pas et d'apprendre. Et c'était tout au long une aventure merveilleuse. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionnait. Alors, je me suis demandé si vous aviez été choisi, Amin Maalouf, comme librettiste, parce que vous aviez beaucoup écrit sur, par exemple, des romans comme Les Croisades, vus par les Arabes. Est-ce que, Peter Sellars, vous étiez intéressé par le travail d'Amin Maalouf? Parce que cet amour de loin se passe entre l'Orient et l'Occident, et on avait avec Amin Maalouf le personnage parfait pour écrire franco-libanais, venant du Liban, de Tripoli, vivant en France, à cheval sur deux cultures. C'était toujours Léo l'Africain qui vraiment a lancé d'une certaine façon un débat de l'intérieur
de l'identité culturelle, parce que bien sûr, on a vécu pas mal de cultural politics et identity politics dans les années 80 et 90. Et bien sûr, il faut aller au-delà du rhétorique. Et il y avait pas mal de rhétorique à l'époque. Mais très peu de gens parlaient franchement et avec calme et avec exactitude de leur propre situation et identité. Et Amin était parmi les écrivains les plus doués de vraiment aller dedans ces brisures, toutes ces fractures, et vraiment de toucher quelque chose de très, très personnel, très partagé, et déjà mêlé avec des sentiments, l'histoire, l'avenir, tout ça, mais exprimé avec une intelligence, une élégance et une douceur qui est extraordinaire. Bon, alors donc, Amin Maalouf se met au travail, et vous, Kate Nagano, vous êtes déjà pressenti, vous avez un carnet certainement très important, donc vous êtes déjà engagé avant même de savoir que l'opéra est en train de se monter, vous étiez aussi prévu, c'est pour ça que c'est une œuvre collective, vous saviez que vous alliez diriger. C'est une nouvelle production. Oui. Puis vous connaissiez la musique de Kaya. En fait, j'ai connu Kaya depuis très très longtemps. Il y a une très fameuse histoire de notre première rencontre à San Francisco où elle est venue comme guest de Kronos Quartet. Ça, c'était dans des années 80, mais très tôt. Et à ce moment, le Kronos Quartet, ils ont cherché les amis pour loger les guests. Alors, David Harrington m'a téléphoné et expliqué qu'on a une fabuleuse compositrice de Finlande qui est très jolie d'ailleurs, et peut-être vous allez avoir la gentillesse de loger chez vous parce qu'on a un problème. C'est comme ça que vous êtes connu, des problèmes de chambre d'hôtel. On a... Le Kronos Quartet et moi, on était plutôt des voisins à ce moment-là. Et j'ai dit bien sûr. Et évidemment, j'ai écouté le concert. Et c'était très impressionnant, très impressionnant. Mais puis, après, on a eu seulement contact indirect. J'ai un peu suivi la musique quand j'ai eu la chance, mais on n'a pas vu depuis très très longtemps. Presque, ça doit être 15 ans, 16 ans. Et c'était notre orchestre à Manchester, le Halley Orchestre, qui était le haut orchestre, la ville qui a été le hôte pour un grand musique, contemporary music festival. Et là, j'ai travaillé avec BBC et notamment le compositeur Georges Benjamin pour choisir un programme particulièrement intéressant pour le Halley Orchestre. Et Kaya s'est trouvé dans votre programme. Voilà. Et j'étais ravi parce que j'ai dit oui, mais je connais Madame Sarajevo, et Georges a proposé une œuvre qui s'appelle Château d'âme. Et évidemment, c'est rien à voir avec ce que j'ai entendu il y a 15 ans, 16 ans avant. J'étais encore bouleversé par l'évolution de sa langue et très, très excité. J'ai pas su que Kaya va venir, mais j'ai commencé des répétitions pleines d'excitation et enthousiasme, et Kaya apparaît sans... Je n'étais pas prévenu qu'elle va venir. Et tout d'un coup, elle était là, devant l'orchestre, devant moi. Et là, on a repris le contact et on a commencé. Elle est là avec vous aujourd'hui. Alors, je pense que tout le monde doit être très attentif et doit avoir envie d'écouter enfin un extrait de cet opéra, L'Amour de loin. On en parle directement déjà depuis 25 minutes. Alors, je rappelle que ce pèlerin va faire la traversée entre l'Orient et l'Occident, et qu'il est le lien entre Geoffrey Rudel, ce troubadour, et Clémence, cette comtesse qu'il aime sans jamais l'avoir vue. Ce pèlerin, c'est peut-être aussi une sorte de double, je dirais, de Geoffrey, parce qu'à un moment donné, il va chanter ce que tout le troubadour a composé pour Clémence. Il va prendre la place du troubadour, et c'est donc cette magnifique mezzo, Lili Paasikivi, qui chante en prenant la peau de ce troubadour. Alors on est à l'acte 2, on est au deuxième tableau, et c'est donc un moment où le pèlerin va avouer à la comtesse Clémence qu'il y a un prince troubadour qui la célèbre dans ses chansons en l'appelant son amour de loin.
En écoutant cet extrait Kaya Sarayao, on a l'impression que vous reconstituez d'une manière moderne une musique d'une autre époque, de l'époque médiévale. Bon là c'est très particulier parce que vous essayez de reconstituer une chanson de troubadour. Alors est-ce que vous avez eu besoin de prendre un matériau particulier et de modifier votre langage pour justement écrire cet opéra L'amour de loin dans des passages comme ça? Dans cette œuvre, j'utilise du matériau qui est beaucoup plus large que dans ma musique orchestrale, par exemple, normalement. Parce que à chaque personnage, j'ai voulu lier un matériau assez différent que je puisse après les utiliser et que le résultat soit vraiment audible. Et ce matériau que nous venons d'entendre, c'est du matériau modal et que j'ai utilisé toujours pour la musique de troubadour. Le troubadour, oui. Oui. C'est vrai qu'on a ces glissandi des voix, cette voix non timbrée aussi assez étonnante qui donne un côté assez populaire. Si vous les avez fait travailler dans ce sens-là pour cette chanson, Oui, pas la voix oui. grand vibrato d'opéra, parce que là on le sent très bien dans cet extrait. C'est assez étonnant ce qu'elle fait. Oui, Chanteuse, oui, c'est très très oui. très beau, c'est assez étonnant. Mais en fait, si on parle aussi de l'effectif, c'est un grand orchestre, n'est-ce pas? C'est un grand orchestre, il y a aussi une partie électronique très discrète. Il y a 80 musiciens dans l'orchestre et la partie électronique, ça fait partie de l'orchestration. C'est comme un autre instrument. Oui, c'est une extension de l'orchestre et c'est travaillé d'une telle manière que c'est vraiment en fusion avec l'orchestre. Je travaille avec les filtres qui sont complètement accordés avec l'orchestre. Avec l'orchestre, Oui. et donc tout l'ensemble, orchestre, chanteur, chœur, qu'on n'a pas encore entendu, sont pris et sont respatialisés dans la salle. Légèrement, non? Non, en fait non. C'est seulement la partie électronique qui se passe dans la salle. Qui se passe dans la Oui. salle. Alors, je voudrais savoir comment s'est passé ce travail, parce qu'on a un opéra qui dure 2 heures et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'action dramatique proprement dit. Vous savez, il y avait un critique musical qui disait à une époque que dans le Tristan et Isolde de Wagner, ils étaient 3 au début, 2 au milieu et 1 à la fin. C'est un peu comme ça chez vous, à Sarajevo, pardonnez-moi, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors, 2 heures d'opéra avec des personnages qui disparaissent les uns derrière les autres, je pense que vous avez dû avoir du mal, Kate Nagano, à tenir la grande forme, peut-être aussi du mal à faire sentir cette émotion qu'il faut sentir, parce que tout l'opéra marche sur l'émotion, on peut dire, sur l'émotion de la langue, sur l'émotion de la musique. Alors, comment vous y êtes pris? Et vous avez que des chanteurs étrangers. Je veux dire, vous êtes tous des étrangers sur un opéra chanté en français, oui. Donc, je me pose quand même plusieurs questions. Kate Nagano, vous avez fait travailler les chanteurs quand même. Vous avez fait travailler la prosodie, vous avez fait travailler l'interprétation à un moment donné. Oui, mais pas la prononciation de la française. Vous étiez mal Ça, j'ai placé. laissé. Vous étiez mal placé, c'est ça? C'est important de rendre compte que c'est vrai, pendant 2 heures sans pause, la structure est c'est difficile, mais c'est aussi très très fort dans l'œuvre. Et c'est soutenu par des contrastes qui peut-être, si on n'est pas vraiment attentif, on peut manquer quelque chose. Il y a plein de contrastes de flexibilité, du tempo, du dynamics, comme Kaya a dit. Le langage harmonique, ça change extrêmement parfois. Il y a des endroits extrêmement rapides et virtuosos, et puis les moments Plus aussi calme, virtuosos, mais dans une autre manière où le chanteur, comme on vient d'écouter, doit soutenir des très très longues tons et faire des choses vocaux qui sont difficile pas à faciles. tenir. Oui. Alors, c'est quand même écrit L'amour de loin pour Dawn Opshaw, qui est finlandaise aussi, donc encore quelqu'un dont... Elle est finlandaise? Non, elle est américaine, pardon, je me suis trompée là quand même, je suis trompée. Et on dit que le français n'est pas une langue musicale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Amin Malouf, puisque vous avez travaillé sur le livret? Vous autres, on dit souvent que le français n'est pas... À cause des muets, vous savez, dans Berlioz, on chante Ma bien-aimée, Bon, on n'entend pas du tout ça chez Kaya Sarayao, mais il y a ce problème des muets quand même. Moi, je n'ai jamais senti que la langue... Bon, c'est la première fois que je travaille un texte qui est censé être pour la musique, mais je n'ai jamais senti que le français n'était pas une langue musicale. En tout cas, ce n'est pas mon expérience personnelle, au contraire. Moi, j'écris beaucoup à l'oreille, et j'ai toujours senti qu'il y avait une musicalité
dans la langue. J'ai l'impression que quand parfois on a certains standards qui sont pensés en fonction d'autres langues, et qu'on essaie de juger une langue en fonction d'une autre, on porte ce genre de jugement, et effectivement je les ai déjà entendus, mais quand on essaie d'être dans cette langue, de sentir cette langue, de se donner à cette langue, bien sûr qu'elle est musicale. Alors, Kaya Sarayo, vous vivez dans la langue française, vous habitez la France, vous habitez Paris, c'est votre univers, la langue française, vous parlez très bien notre langue. Est-ce que ça vous a posé certaines difficultés d'écrire quand même dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle? Il y a une question d'accent tonique, de position? Parce que je vous pose la question parce qu'on comprend très très souvent bien le texte quand on chante. Donc, mais moi, la manière que j'ai décidé de faire ça en français parce que, à mon avis, ça a dû être en français. C'était lié à cette histoire. Je vis en France et je ne me suis pas demandé si c'est une langue difficile ou pas à mettre en musique puisque j'avais décidé de le faire. Donc, j'ai essayé ça, mettre ça en français comme je l'entends. Comme vous l'entendez, oui. Et Peter Sellars, vous avez eu des problèmes avec cette langue? Bien sûr, je suis bien connu pour la précision de mon français, personnellement. Donc, je me tiens comme expert, bien sûr, mais c'est simplement à dire que c'est ridicule d'imaginer que le français, c'est pas musical. Et bien sûr, la musique de Kaya prouve que également, je veux pris de souvenirs de Igor Stravinsky, par exemple, qui faisait l'Édipe Roi dans le même théâtre du Châtelet, et tout le monde disait, mais les syllabes et les accents sont mal placés. Mais bien sûr, on parle des lois musicales également. Nous avons pas mal de lois qui existent en même temps, et cet rapprochement est ce qui donne opéra ce besoin de notre époque. Parce que bien sûr, nous vivons dans un monde où personne est d'accord avec rien. On fait fondre les tours de la World Trade Center exactement à cause de ça. Et c'est ce qui est important à ce moment. Et chaque possibilité pour les gens de se trouver et trouver les petits accords, de trouver les moments où ça peut toucher ça. Et la possibilité de l'opéra, c'est pas qu'une seule partie peut absolument dicter tout ce qui se passe, mais que la langue cède quelque chose à la musique. La musique cède quelque chose à la langue. La partition cède quelque chose à la mise en scène. La mise en scène cède quelque chose au chanteur. C'est la possibilité de rapprochement que l'opéra tient vers nous et met devant nous. Et c'est ça la possibilité pour les êtres humains de survivre dans le prochain siècle. Alors, je crois qu'Amin Malouf voulait vous répondre sur cette langue. Un petit mot, oui. Oui, un petit mot à propos des accents. Moi, j'aime beaucoup écouter les mots tels qu'ils sont prononcés dans L'amour de loin. Ce ne sont pas les accents auxquels on est le plus habitué, mais d'abord, j'entends la voix de Kaya et je sais qu'elle a composé comme ça. Et je pense que cela correspond à une caractéristique de la langue française. Contrairement, par exemple, à l'italien, où l'accent détermine la signification d'un mot. Un ami italien m'expliquait un jour que si on dit capitano, ça veut dire capitaine. Si on dit capitano, ça a un tout autre sens. Oui, et si ça veut dire capitano, ça a encore un troisième sens. Alors, en français, si on dit capitaine ou capitaine ou capitaine, on comprend exactement la même chose. Sauf qu'on a des habitudes. Et le fait de jouer avec cette grande richesse, qu'il n'y ait pas de déterminisme de l'accent, moi je trouve ça merveilleux. Et le fait que ce soit fait par une équipe de personnes qui viennent de partout dans le monde et qui ont décidé
contre toute logique de faire cela en français. Je trouve ça bien. Alors écoutez, on va continuer de feuilleter si vous voulez l'opéra. On va passer au 4e acte, au 2e tableau qui est un tableau absolument merveilleux qui s'appelle Le Songe. Alors on est au moment de la traversée de l'Occident vers l'Orient, vers Tripoli. Donc vous avez Geoffrey Rudel à ce moment-là qui fait un rêve extraordinaire qui va se matérialiser sur la scène. Il voit Clémence en robe blanche avancer sur la mer. Je l'ai vu quand je te vois. Tu ne me crois pas, et moi non plus je ne te vois pas. Il fait nuit noire et tu as rêvé. Elle était ici, son corps, son visage et sa robe blanche illuminaient la nuit. Elle chantait une chanson que j'ai écrite pour elle.
Nous allons maintenant peut-être parler de la mise en scène et des accords de l'amour de loin. Alors Peter Sellars, je vais vous passer sur la sellette. On connaît votre éclectisme dans les choix que vous avez faits. Des Mozart en 89 à Bobigny, légendaire, porté en vidéo, je ne reviendrai pas dessus. Péléas et Mélisande, Stravinsky, Jonathan Standun, bref, vous avez une palette très large. Alors, quand vous étiez à Salzbourg, je crois que vous aviez un espace très très différent du Châtelet qui était en longueur. Mais moi, ce qui m'a quand même frappé dans votre mise en scène, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais tout l'opéra se déroule les pieds dans l'eau. Et je trouve que vos chanteurs sont très stoïques, parce que je crois que l'eau n'est pas tellement chauffée, et à la fin, c'est carrément le bain. Mais soyons sérieux quand même. Oh. Je voudrais savoir quelle signification pour vous prend toute cette eau qui est là omniprésente dans tout l'opéra. Oh, en tout cas, je cache une grande règle de show business, mais je peux révéler ce soir que l'eau est chauffée. 21 degrés, on m'a dit. 21 degrés, c'est pas la Méditerranée. J'espère que le public imagine que c'est froid et terrible, parce que ça donne beaucoup de pathos au dernier tableau. Mais en tout cas, non, simplement pour dire que, bien sûr, déjà, c'est une image oui, cette mer, poétique et que tout se coule, tout est en train de bouger, tout est en train de vibrer. On sent chaque vibration, bien sûr, les prismes. C'est vraiment une image dans toutes les musiques de Kaya. Toute la question de la lumière qui est vraiment donnée, ces vibrations et toutes les formes de vagues. Bien sûr, on a pas mal de vagues musicaux dans cette partition de Kaya. Mais également, Amin, c'est une question de la présence du grand merci, la possibilité de pardon. Tous les eaux bénies, ou bien les eaux des tempêtes, les profondeurs qu'on ne peut pas deviner, on ne peut jamais toucher, tout ce qui est dedans. Également, une surface perturbée, mais également qui peut être comme un miroir, le miroir de l'entendement, la clarté philosophique et métaphysique. Tout ça, c'est donné dans une image très simple, mais également une image immense, parce que toujours c'est une question d'entreprendre la mer, la possibilité de conscience, la possibilité de le monde au-delà, le monde qui nous attend. Et bien sûr, cette eau, ça donne déjà toutes ces images. Également, si on parle d'un certain aspect de modernisme, c'est bien sûr Tarkovsky. C'est bien sûr, on est dans un monde spirituel et tout est mouillé, tout est apparemment en train d'être disparaître ou bien se naître. C'est un baptême ou peut-être c'est un processus de se pourrir dans l'eau. Et déjà, on a toutes les possibilités de mourir et renaître et tous ces baptêmes. Donc, ça parle de pas mal de choses dans une image très simple. Oui, l'espace géographique, la purification au moment de la prière. Oui. Et ces deux mondes qui s'affrontent finalement et qui se regardent sans se connaître. Absolument. Et déjà, ce qu'on voit sur les murs du théâtre du Châtelet sont pas les projections, sont les vrais reflets des perturbations de ces personnages. Et c'est Don Upshaw qui créait toutes les projections qui sont sur les murs. Et donc, on voit vraiment une graphe psychologique et spirituelle parfaite qui est faite chaque soir par les chanteurs eux-mêmes. Alors, si on reste dans cette symbolique de l'eau, il y a encore un groupe dont on n'a pas parlé, c'est le chœur Acanthus, qui est donc le chœur de Laurence Equilbet, et qui semble aussi prendre une fonction assez symbolique, puisque là, vous avez écrit Kaya Sarayao, vous avez pris 3 personnages, mais vous avez ce chœur qui est placé en haut, tout en haut de droite et de gauche, hommes et femmes, et qui est un peu un chœur à l'antique, à la grecque, je ne sais pas, qui commente l'action, qui enrobe l'orchestre. Quelle est sa fonction finalement? Mais il a plusieurs fonctions, n'est-ce pas? Il a plusieurs fonctions, oui. Je pense, oui. Parce que, là, on n'en entendra qu'une, mais il faut peut-être nous dire... Oui, mais parce qu'il y a la fonction que Amin a donnée, donc justement on était des commentateurs. Voilà,
mais il y a une Le personnage, donc, oui. Oui, Off. peut-être, ou les voix intérieures, ça dépend comment on veut l'interpréter, mais il y a aussi une fonction purement musicale. Des fois, le chœur fait une partie de l'orchestration aussi. Mais pour moi également, c'est comme les grands toiles baroques ou bien les manuscrits médiévaux. C'est que toutes les fonctions, toutes les tempêtes, toute la pluie, tous les vents sont bien sûr les êtres, les vrais êtres, comme on voit dans une toile baroque, où on voit tout en ciel, pas mal des bébés qui ne sont pas encore nés, comme El Greco. Mais c'est eux qui créent le temps. Et toutes ces présences de ces esprits invisibles, mais qui poussent tout vers son destin. Alors, j'ai peut-être une question technique aussi à vous poser, c'est qu'ils sont quand même très très loin de vous, Kate Nagano, ces chœurs. Et je me suis demandé, quand vous dirigiez, vous avez quand même des départs extrêmement précis, ils sont vraiment très très en haut. Pourquoi les avoir mis si haut? Oui, on vous voit quand même, je sais qu'il y a des écrans de télévision. Ça, j'ai posé cette question un peu de serleuse aussi. Il y a une question d'acoustique. Pourquoi elle doit être même. aussi haut et Pourquoi loin? il doit être si haut et si loin? Je pense à la Peter. question de la direction et la question acoustique. C'est Peter qui voulait cacher les chœurs? Peter Non, Sellers. tout d'abord, il faut dire, le titre de cet opéra, Amour de proche, non. Amour de loin. OK, commençons là. Mais également, Kent adore ça. Ça lui permet de faire une des choses qu'il peut faire mieux que n'importe quel chef d'orchestre. Et il est superbe, je trouve, dans ses gestes incroyables, comme ça. le grand karate chop dans l'air, tout en haut, et c'est très dramatique et je l'adore. Et même lui-même, il s'amuse beaucoup. Eh bien, on sera les tics de chaque chef d'orchestre, décidément. Donc, vous aimez les grands gestes, et là, vous êtes servi, vous attrapez un torticolis en vous posant sur le côté, malgré les écrans de télévision. Alors, Peut-être qu'il a une autre réponse. Comme ça. je crois que là, vous lui avez cloué, le mec ne peut plus rien dire. Bon. Ce qui est le plus beau est évidemment, tant qu'ils sont placés, comme Peter a imaginé, dans le coupole. Évidemment, cette coupole fait une acoustique assez spéciale. Il peut, s'il chante dans une certaine manière, semble disembodied, sounds without a body. Ou, s'il veut être dominante, il peut être vraiment dominante à un certain moment. Il domine même l'orchestre par cette position d'avantage. Alors, j'ai vu quand même que l'idée que Peter a eue, ça amène un énorme côté dramatique. Et s'il y a une raison, bien sûr, on fait tout ce qu'on peut pour faire possible. Alors, on va entrer encore en musique. Ça va être la dernière fois qu'on va écouter cet extrait de l'opéra dans un des moments peut-être les plus poignants de l'opéra. On est à l'acte 5. C'est un moment qui m'a bouleversée personnellement. C'est au moment où Geoffrey Rudel est mourant. Il va reconnaître Clémence, qui va finalement voir vraiment physiquement, en dehors du songe, pour la première fois. Entre toutes les femmes. Comment vous sautez-vous? Heureux, comme peut l'être un homme dont le sort ne vous est pas indifférent. Que direz de sa âme? Il équilibre tout en plus jusqu'au Ne chuchotez pas, je n'ignore rien de mon état. Les médecins peuvent m'en dire pour rassurer le bras. Les hoquets du cœur ne montent pas. Est possible que notre Seigneur ne veuille pas encore vous enrichir à ce qui vous entoure? Mais
faisons pas du pontet du ciel. Je lui ai demandé la grâce de vous voir une fois avant de mourir. Et vous voilà devant moi. Depuis au ciel, même si je vivais encore 100 ans, comment pourrais-je connaître une joie plus entière? C'est lui qui nous donne nos joies. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de les reprendre? Ce n'est jamais l'amour qui est indigne, c'est nous